Walter Gilman ne sut jamais si les rêves lui apportèrent la fièvre ou si la fièvre lui apporta les rêves. À la base de tout, il y avait l'horreur de la vieille cité plongée dans ses noires méditations, et la mansarde moisie hantée de lugubres fantômes où il poursuivait ses études, luttant pendant des heures contre chiffres et formules pour chercher ensuite un sommeil agité sur son petit lit de fer. Son sens de l'ouïe prenait peu à peu une acuité surnaturelle, presque intolérable, et il avait depuis longtemps arrêté la pendule placée sur la cheminée dont le tic-tac résonnait à ses oreilles comme un fracas d'artillerie. Au cours de la nuit, les bruits mystérieux de la ville, les sinistres galopades des rats derrière les cloisons vermoulues, les craquements des poutres de la maison, plusieurs fois séculaires, lui donnaient l'impression d'être au cœur d'un pandémonium de stridentes clameurs. Des sons inexplicables peuplaient sans cesse les ténèbres, et pourtant, il lui arrivait parfois de trembler de peur à l'idée que ces bruits allaient s'éteindre pour faire place à d'autres qui, lui semblait-il, s'embusquaient derrière eux. Il résidait dans l'immuable ville d'Arkham, hantée par tant de légendes dont les toits en croupe affaissée ondulent au-dessus des mansardes où les sorcières se cachèrent jadis pour échapper aux soldats du roi. Aucun endroit de la cité n'avait un passé plus macabre que la chambre surmontée d'un pignon aigu où demeurait Gilman. Car cette même pièce avait abrité autrefois la vieille Kezia Maza, qui s'était évadée de la prison de Salem dans des circonstances mystérieuses en l'an de grâce 1692. Le geôlier, frappé de folie, avait déclaré en termes incohérents qu'un petit animal aux dents jaunes et au pelage épais s'était précipité hors de la cellule de Kezia. Par ailleurs, Cotton Mather, lui-même, n'avait pu expliquer la présence des lignes courbes et des angles tracés sur les murs de pierre avec un liquide rouge et visqueux. Peut-être Gilman aurait-il dû restreindre le champ de ses études. Le calcul non euclidien et la physique des quanta suffisent à surmener n'importe quel cerveau, mais quand on y ajoute le folklore en essayant de déceler un arrière-plan de réalité à plusieurs dimensions dans les légendes gothiques et les récits surnaturels racontés à voix basse au coin du feu, on ne peut guère espérer échapper à une tension intellectuelle épuisante. Gilman était originaire de Haverhill, mais ce fut seulement après son inscription à l'université de Miskatonic qu'il commença à établir des relations entre ses mathématiques et les anciennes légendes de magie noire. L'atmosphère de la ville avait exercé une mystérieuse influence sur son imagination. Ses professeurs l'avaient pressé de s'accorder un peu de loisirs et avaient allégé son emploi du temps. Par ailleurs, ils l'avaient empêché de consulter certains livres traitant de sujets interdits, dissimulés dans une cave de la bibliothèque soigneusement fermée à clé. Néanmoins, ces précautions vinrent trop tard. Gilman avait eu le temps de trouver dans le Necronomicon d'Abdul Halazred, le livre d'Eibon et le Unosprechlichen Kulten de Von Jones des passages à mettre en corrélation avec ces formules abstraites sur les propriétés de l'espace, ainsi que sur les rapports entre les dimensions connues et inconnues. Il savait que sa mansarde se trouvait dans l'antique maison de la sorcière. En effet, c'est pour cette raison même qu'il avait loué. Les archives du comté d'Essex contenaient de nombreux documents sur le procès de Keiza et les aveux que lui avait arrachés le juge Hathorn, fasciné Gilman déraisonnablement. Elle avait parlé de lignes et de courbes indiquant certaines directions qui permettaient d'accéder à des espaces situés au-delà de notre espace et avait laissé entendre qu'on les utilisait fréquemment au cours d'infâmes cérémonies nocturnes dans la sombre vallée au pied de Meadow Hill ou sur l'île déserte au milieu de la rivière. Elle avait parlé également de l'homme noir, du serment prêté par elle et de son nom secret, Nahab. Par la suite, elle avait tracé lignes et courbes sur les murs de sa cellule pour disparaître ensuite mystérieusement. Gilman, qui croyait d'étranges choses au sujet de Keiza, avait éprouvé une violente émotion en apprenant que sa demeure était encore debout après plus de 235 ans.
Quand il eut entendu parler de la présence persistante de la sorcière dans la vieille maison et les rues étroites, des empreintes de dents humaines dans la chair de certains dormeurs, des cris d'enfants entendus la veille du 1er mai et de la Toussaint, des petits animaux aux dents pointues, au pelage épais qui hantaient la ville et poussaient leurs museaux contre le flanc des dormeurs un peu avant l'aube, il décida de louer une chambre dans la vieille bâtisse branlante. Ce lui fut chose facile, car rares étaient ceux qui se résignaient par manque d'argent à loger dans ce lieu de sinistre réputation. Gilman n'aurait su dire ce qu'il espérait y trouver. Il savait seulement qu'il voulait s'installer dans cette habitation où, à la suite de circonstances mystérieuses, une vieille femme du XVIIe siècle avait acquis des connaissances mathématiques transcendant les travaux de Planck, Heinsberg, Einstein et de Saiter. Il scruta les poutres et le plâtre des murs pour tâcher d'y trouver des dessins mystérieux. Puis, au bout d'une semaine, il parvint à se faire donner la mansarde, et où l'on prétendait que Keiza préparait jadis ses sortilèges. Elle était déjà libre à son arrivée dans la maison, car pas un locataire n'y demeurait longtemps. Mais le propriétaire, un Polonais, n'osait plus l'offrir à personne. Néanmoins, aucune mésaventure n'arriva à Gilman jusqu'au début de son accès de fièvre. Nul fantôme ne flotta dans sa lugubre retraite, nul petit animal aux dents jaunes ne vint pousser son museau contre lui. Malgré ses recherches minutieuses, il ne découvrit pas la moindre trace des incantations de la sorcière. Parfois, il s'en allait, errait dans l'obscur labyrinthe de ruelles empestées où des maisons brunes, toutes décrépites, s'appuyaient les unes contre les autres et lui jetaient des regards moqueurs à travers leurs étroites fenêtres aux vitres en losange. Il savait que d'étranges choses s'étaient produites en ces lieux. Il croyait deviner que ce monstrueux passé n'avait pas entièrement disparu, du moins dans les venelles les plus sombres et les plus tortueuses. À 2 reprises, il gagna en barque l'île malfamée au milieu de la rivière pour faire un croquis des angles bizarres tracés par les alignements de pierres grises recouvertes de mousse, dont l'origine se perdait dans la nuit des temps. La chambre de Gilman, assez spacieuse, affectait une forme irrégulière. Le mur nord s'inclinait très nettement du haut en bas vers l'intérieur de la pièce, tandis que le plafond s'inclinait vers le plancher, dans la même direction. À l'exception d'un trou à ras ouvert et de plusieurs autres soigneusement bouchés, rien ne révélait l'existence d'une voie d'accès menant à l'espace vide qui devait exister entre le mur oblique et la paroi extérieure montant verticalement jusqu'au toit. Ajoutons que, vue du dehors, cette paroi montrait l'emplacement d'une fenêtre condamnée depuis maintes années. La soupente au-dessus du plafond était également inaccessible. Lorsque Gilman grimpa sur une échelle jusqu'à son niveau situé au-dessus du reste de la mansarde, il découvrit les traces d'une ancienne ouverture hermétiquement close au moyen de lourdes planches fixées par de solides chevilles de bois. Mais il ne put réussir à obtenir du propriétaire l'autorisation de visiter ces 2 espaces clos. À mesure que les jours s'écoulaient, il s'absorba de plus en plus dans la contemplation du mur nord et du plafond de sa chambre, car il ne tarda pas à trouver dans leur angle étrange une signification mathématique qui semblait offrir de vagues indices concernant leur but. La vieille Keiza avait dû avoir d'excellentes raisons d'habiter une pièce de forme aussi curieuse. N'avait-elle pas prétendu en effet pouvoir franchir les limites de notre espace en se servant de certains angles? Peu à peu, l'intérêt du jeune homme se détourna du vide situé au-delà des surfaces obliques, puisqu'elle semblait calculée pour être utilisée de l'intérieur. L'accès de fièvre cérébrale et les rêves commencèrent au début de février. Depuis longtemps déjà, les angles bizarres de la mansarde avaient exercé sur Gilman une influence hypnotique, et à mesure que l'hiver s'écoulait, il s'était surpris maintes fois à regarder fixement le point où le plafond incliné vers le bas rejoignait le mur incliné vers l'intérieur. Vers cette même période, son incapacité à se concentrer sur ses études lui inspira de vives alarmes. En effet, il redoutait d'échouer à ses examens de fin de septembre. Par ailleurs, l'hypersensibilité de son ouïe
avait pris des proportions inquiétantes. La vie n'était plus pour lui qu'une perpétuelle et intolérable cacophonie, à laquelle s'ajoutait la terrifiante impression de deviner d'autres sons provenant peut-être de régions intérieures à notre univers. Le bruit de rats qui grattaient les cloisons de leurs griffes était pire que tous les autres. Parfois, il semblait non seulement furtif, mais voulu. Lorsqu'il émanait du mur nord, il se mêlait à une sorte de cliquetis. Lorsqu'il résonnait dans la soupente, Gilman sentait tous ses muscles se raidir, comme s'il s'attendait à voir s'abattre sur lui une indicible abomination. Les rêves n'appartenaient pas au domaine de la maison. Le jeune homme les attribuait à ses études folkloriques et mathématiques. Il avait trop médité sur les vagues régions qui, d'après ses formules, devaient se trouver au-delà des 3 dimensions connues, et sur l'hypothèse selon laquelle Kaysa Mason aurait trouvé le moyen d'y accéder grâce à une influence mystérieuse. Les annales du pays contenant ses déclarations et celles de ses accusateurs étaient horriblement suggestives. Quant aux descriptions du petit animal qui lui servait de démon familier, elle avait un caractère particulièrement réaliste et convaincant. Cette créature, de la taille d'un gros rat baptisé Blone Jenkins par les habitants de la ville, semblait être le fruit d'un cas remarquable d'hallucination collective, car en 1692, 11 personnes avaient affirmé l'avoir aperçu. Il existait également des rumeurs plus récentes qui concordaient toutes sur plusieurs points. Au dire des témoins, cet animal avait les longs poils et la forme d'un rat, mais son visage barbu, aux dents jaunes, était un visage d'homme, et ses pattes ressemblaient à des mains minuscules. Il servait de messager entre Kaysa et le diable. La sorcière le nourrissait de son sang, qu'il suçait comme un vampire. Il s'exprimait d'une ignoble voix jacassante et pouvait parler toutes les langues. Parmi les étranges monstruosités qui hantaient les rêves de Gilman, aucune ne lui inspirait plus de terreur et de répulsion que cette créature hybride. En effet, elle revêtait dans ses visions une forme 1000 fois plus détestable que celle qu'il avait conçue d'après ses lectures. Au cours de ses cauchemars, le jeune homme plongeait dans les abîmes infinis où régnait un crépuscule de couleurs surnaturelles et un tumulte de bruits confus. Il n'avait jamais l'impression de marcher, de grimper, de voler, de nager ou de ramper. Néanmoins, il se déplaçait sans cesse, mi-volontairement, mi-involontairement. Il ne pouvait juger de son aspect physique, car une étrange perturbation de la perspective lui dissimulait son torse et ses membres. Toutefois, il sentait que son organisme et ses facultés avaient subi une prodigieuse métamorphose. Les abîmes étaient peuplés de masses bizarrement colorées, présentant des angles indescriptibles. Les unes semblaient être organiques et les autres inorganiques. Parmi les premières, certaines évoquaient de vagues souvenirs tout au fond de sa mémoire, mais il ne parvint jamais à découvrir ce qu'elles lui suggéraient. Il finit par les diviser en plusieurs catégories, dont l'une comprenait des masses moins illogiques et déconcertantes dans leurs mouvements que celles des autres espèces. Toutes sans exception défiaient la description aussi bien que l'entendement. Gilman comparait les masses inorganiques à des prismes, des labyrinthes, des amas de cubes, des constructions cyclopéennes. Les masses organiques évoquaient dans son esprit soit des groupes de bulles, soit des pieuvres, soit des 1000 pattes, soit des idoles hindoues vivantes, soit des arabesques compliquées douées de mouvements ophidiens. Ce qu'il voyait lui semblait uniformément horrible et menaçant. Chaque fois qu'une des entités organiques paraissait déceler sa présence, il éprouvait une terreur si violente qu'il s'éveillait en sursaut. Il n'aurait su dire comment ces objets se déplaçaient, et bientôt il constata un autre fait aussi inexplicable. Certains d'entre eux pouvaient apparaître soudain au milieu du vide et disparaître avec la même rapidité. Le tumulte de cris et de grondements peuplant les abîmes défiait toute analyse. Il semblait être synchrone avec de vagues changements dans l'aspect des diverses entités. Gilman redoutait sans cesse qu'il n'atteignît un degré d'intensité intolérable au cours d'une de ces fluctuations. Mais ce n'était pas dans cet tourbillon démentiel que le jeune homme apercevait Blone Jenkins. L'horrible petit monstre hantait des rêves plus nets
et plus court, surgissant à la lisière du sommeil, pendant que Gilman, étendu dans les ténèbres, essayait de rester éveillé. Une faible lumière tremblotante remplissait la mansarde et montrait, auréolé d'une brume violette, le point de convergence des plans angulaires qui hantaient son cerveau. Brown Jenkins sortait alors du trou à ras béant dans un coin de la pièce et trottinait vers l'étudiant, tandis que son minuscule visage humain exprimait une horrible avidité. Fort heureusement, le rêve prenait fin avant que l'immonde animal vint assez près pour enfoncer ses longues dents pointues dans le flanc du dormeur. Gilman avait beau boucher le trou tous les jours. Les rats détruisaient l'obstacle chaque nuit. Le propriétaire finit par recouvrir l'orifice d'une plaque de tôle. Et au cours de la nuit suivante, les rongeurs creusèrent un nouveau trou. Et ce faisant, ils rejetèrent dans la mansarde un fragment d'os fort curieux. Gilman ne parla pas de sa fièvre au médecin attaché à l'université. En fait, il n'aurait jamais pu passer ses examens si on lui avait ordonné de se rendre à l'infirmerie, alors qu'il avait besoin de tout son temps pour opérer ses révisions. En l'occurrence, il échoua en calcul différentiel et en psychologie générale, mais il garda l'espoir de rattraper le temps perdu avant la fin du trimestre. Ce fut en mars que survint un élément nouveau dans ses rêves préliminaires au sommeil. Brown Jenkins se présenta en compagnie d'une silhouette estompée, qui ressembla de plus en plus à une vieille femme courbée sous le poids des ans. L'apparition de ce visage bouleversa Gilman. Toutefois, il finit par décider que c'était l'image d'une commère qu'il avait effectivement rencontrée à 2 reprises dans le laxi des ruelles voisines des quais abandonnés. Le regard fixe et sardonique de cette sorcière l'avait fait frissonner, surtout à la première rencontre, car cette fois-là, un énorme rat traversant une venelle toute proche lui avait fait songer à Brown Jenkins. Il se rendait fort bien compte que la maison où il logeait exerçait sur lui une influence néfaste. Mais elle lui inspirait toujours le même intérêt morbide. Il se disait que seule la fièvre était responsable de ces cauchemars, qui ne manqueraient pas de disparaître quand l'accès aurait pris fin. Néanmoins, ces monstrueuses visions présentaient un caractère particulièrement convaincant, et à son réveil, il gardait le vague sentiment d'avoir subi beaucoup plus de choses qu'il ne s'en souvenait. Il possédait d'horribles certitudes d'avoir parlé, au cours de rêves oubliés, avec Brown Jenkins et la vieille femme, qu'il avait pressé de les accompagner pour rencontrer une troisième créature douée d'un immense pouvoir. Vers la fin mars, il reprit avec ardeur l'étude des mathématiques, mais les autres matières lui inspiraient une aversion toujours croissante. Il manifesta un véritable génie pour résoudre les équations riemanniennes et stupéfia le professeur Upham par sa compréhension des problèmes les plus ardus sur les 4 dimensions. Un jour, il y eut une discussion sur l'existence possible de courbes capricieuses de l'espace et sur des points de contact théoriques entre notre partie du cosmos et diverses régions transgalactiques ou extérieures au continuum espace-temps d'Einstein. Gilman suscita l'admiration générale par la façon dont il développa ce thème. Toutefois, les étudiants, déjà très intrigués par sa nervosité et son goût de la solitude, hochèrent la tête en l'entendant exposer la théorie que voici. Un homme doué de connaissances mathématiques suffisantes, mais dépassant les possibilités actuelles de l'esprit humain, pourrait aller aisément de la Terre à tout autre corps céleste situé en un point quelconque du cosmos. Ce voyage s'effectuerait simplement en 2 temps. D'abord, il faudrait sortir de notre sphère à 3 dimensions à un endroit déterminé, puis il faudrait rentrer dans cette sphère à un endroit peut-être infiniment éloigné du premier. Il était fort concevable que cela puisse s'accomplir sans entraîner la mort. Tout habitant de l'espace à 3 dimensions pourrait probablement survivre dans la 4e dimension, et il lui serait également possible de résister au voyage de retour. Cela dépendrait de la partie de l'espace à 3 dimensions qu'il choisirait pour effectuer sa rentrée. Tous ceux qui résidaient sur certaines planètes devaient être capables de vivre sur certaines autres planètes, même si ces derniers appartenaient à des galaxies différentes. On ne pouvait pas
non plus nier, a priori, que les habitants d'un monde comprenant un nombre de dimensions déterminées fussent à même de passer dans des mondes comprenant un nombre de dimensions illimitées, situés à l'intérieur ou à l'extérieur du continuum espace-temps, et vice-versa, sans qu'il y eût destruction de l'intégrité biologique telle que nous l'entendons. Gilman ne trouva pas d'argument très net pour étayer cette dernière théorie, mais il se rattrapa en exposant de façon magistrale d'autres sujets éminemment complexes. Le professeur Upham apprécia surtout sa démonstration des rapports étroits entre les mathématiques transcendantales et certaines sciences magiques, d'une antiquité à peine concevable, témoignant d'une connaissance du cosmos bien supérieure à la nôtre. Au début d'avril, Gilman s'inquiéta sérieusement de voir que sa fièvre persistait. Par ailleurs, les autres locataires de la maison lui apprirent qu'il était atteint de somnambulisme. À les en croire, il lui arrivait souvent de quitter son lit. L'occupant de la chambre, au-dessous de la sienne, entendait souvent son plancher grincer à certaines heures de la nuit, et il prétendit avoir perçu également les pas d'un homme chaussé de souliers. Le jeune étudiant parvint à se convaincre que son voisin se trompait sur ce dernier point, car ses chaussures et ses habits étaient toujours à leur place habituelle lorsqu'il s'éveillait. Dans cette vieille demeure, les illusions auditives semblaient normales. Gilman lui-même n'avait-il pas acquis la certitude que des bruits autres que ceux des rats émanaient des espaces vides au-delà du mur oblique et au-dessus du plafond? En vérité, son oreille hypersensible commençait à discerner des pas étouffés dans la soupente condamnée. Néanmoins, il ne pouvait douter qu'il fût somnambule. En effet, à 2 reprises, on avait trouvé sa chambre vide, bien que tous ses vêtements fussent là. Ceci lui avait été affirmé par Frank Elwood, le seul étudiant qui eût consenti à loger dans la vieille demeure, en raison de l'exiguïté de ses ressources. Elwood, ayant poursuivi son travail jusqu'à 2 heures du matin, était monté chez Gilman pour lui demander de l'aide à résoudre une équation différentielle. Après avoir frappé en vain à la porte, il s'était permis d'entrer, estimant que son camarade ne lui en voudrait pas trop s'il le réveillait. Or, chaque fois, il avait constaté l'absence de Gilman. Mis au courant des faits, ce dernier se demanda où il avait pu aller, pieds nus et vêtu de son seul pyjama. Il résolut de procéder à une enquête, s'il avait d'autres accès de somnambulisme, et songea à répandre de la farine sur le plancher du corridor pour voir où les empreintes de ses pas le conduiraient. De toute façon, il ne pouvait sortir que par la porte. À mesure qu'avril s'écoulait, Gilman perçut les prières gémissantes d'un monteur de métier à tisser nommé Joe Masurewicz, qui occupait une chambre au rez-de-chaussée. Masurewicz, très superstitieux de sa nature, avait raconté de longues histoires au sujet du fantôme de Keiza et de la créature aux dents jaunes et au pelage épais. À l'en croire, il lui était parfois arrivé d'être si violemment assailli que seul son crucifix d'argent, don du père Ivonicki de l'église Saint-Stanislas, avait pu le sauver. À présent, il priait parce que le sabbat des sorciers approchait. La veille du 1er mai était une nuit de Valpurgie. Le mal rôdait sur la terre sous ses formes les plus hideuses, et tous les esclaves de Satan se réunissaient pour célébrer d'infâmes rites. C'était une très mauvaise période pour Arkham, bien que les gens huppés de Miskatonic Avenue, High Street et Saltonstall Street fissent semblant de tout ignorer. Des actes abominables seraient perpétrés et 2 ou 3 enfants disparaîtraient. Joe savait tout cela, car dans son pays natal, sa grand-mère lui avait raconté des histoires qu'elle-même tenait de sa propre grand-mère. Il convenait de prier et d'égrener son chapelet au cours des jours à venir. Depuis 3 mois déjà, Keiza et Brown Jenkins n'avaient pas approché de sa chambre, ni d'aucune autre pièce de la maison. Lorsqu'il se cachait ainsi, cela ne présageait rien de bon. Il devait préparer un mauvais coup. Le 16 avril, Gilman, étant allé consulter son médecin, fut surpris d'apprendre qu'il n'avait pas beaucoup de température. Le praticien le soumit à un interrogatoire serré et lui conseilla d'aller trouver un spécialiste des maladies nerveuses. Le jeune homme se félicita de ne pas s'être adressé au vieux Waldron, médecin de l'université qui se serait montré beaucoup plus curieux et lui aurait interdit tout travail.
Or, il ne pouvait envisager de s'accorder le moindre repos maintenant que ses calculs touchaient presque à leur terme. Il était tout près de la limite qui sépare notre univers de la 4e dimension, et nul ne pouvait savoir jusqu'où il irait. Mais au moment même où ces pensées lui venaient à l'esprit, il se demanda quelle pouvait être la cause de son étrange confiance. Ce sentiment d'une issue imminente était-il dû aux seules formules qu'il alignait jour après jour sur de grandes pages blanches? Les pas furtifs qu'il s'imaginait entendre dans la soupente étaient très déprimants. Par surcroît, il avait maintenant l'impression que quelqu'un essayait sans cesse de l'amener à faire une chose terrible qu'il ne pouvait se résoudre à accomplir. Et que devait-il penser de ces accès de somnambulisme? Où donc allait-il, parfois, au cœur de la nuit? Pourquoi lui arrivait-il de percevoir une rumeur surnaturelle au milieu des bruits identifiables qui peuplaient la vieille demeure, et cela en plein jour, à l'état de veille? Son rythme ne correspondant à rien de connu sur terre, Gilman en arrivait à craindre qu'elle ne fût un écho du tumulte de grondements et des cris peuplant les abîmes de ses visions. Cependant, les rêves devenaient atroces. La vieille femme avait pris maintenant une forme très nette. Le jeune homme reconnut en elle la hideuse sorcière qu'il avait rencontrée dans le quartier des taudis. On ne pouvait pas se méprendre à ce dos voûté, ce long nez, ce menton ridé, ces informes vêtements de couleur brune. Son visage exprimait une affreuse méchanceté, et lorsque Gilman s'éveillait, il entendait encore résonner à son oreille une voix croissante qui priait et menaçait tour à tour. Elle le pressait d'aller trouver l'homme noir pour se rendre ensuite auprès d'Azathoth, au centre de l'ultime chaos. Il devait signer le livre d'Azathoth avec son propre sang et adopter un nom secret. Jusqu'à présent, il avait toujours refusé de la suivre parce qu'il avait lu le nom d'Azathoth dans le Necronomicon et savait qu'il représentait une force maléfique dont l'horreur défiait toute description. La vieille apparaissait toujours dans le vide à l'intersection du mur nord et du plafond. Elle semblait se concrétiser plus près du plafond que du plancher. Chaque nuit, elle était un peu plus proche du dormeur avant que le rêve ne s'effaçât. Brown Jenkins s'avançait en même temps que sa maîtresse, et ses dents jaunâtres luisaient d'un éclat hideux dans la brume de phosphorescence violette. Le timbre de sa voix suraigu se gravait dans le cerveau de Gilman, qui se rappelait, au matin, la façon dont le monstre avait prononcé les mots Azathoth et Nyarlathotep. Dans les rêves, du plein sommeil également, tout devenait plus distinct. Le jeune homme comprenait que les abîmes crépusculaires où il plongeait étaient ceux de la 4e dimension. Les entités organiques dont les mouvements lui paraissaient plus cohérents devaient être des projections de formes vivantes de notre planète, comprenant des êtres humains. 2 d'entre elles, de grosses masses de bulles allongées, et un petit polyèdre aux couleurs inconnues, aux angles mouvants, semblait remarquer sa présence et le suivait ou flottait devant lui chaque fois qu'il changeait de position parmi les prismes, les labyrinthes, les cubes titanesques. Et, sans arrêt, le tumulte de cris et de grondements croissait en intensité, comme s'il eût été proche d'un apogée monstrueux. Dans la nuit du 19 au 20 avril surgit un élément nouveau. Alors que Gilman se déplaçait au sein des abîmes de ses rêves, il remarqua les angles étrangement réguliers formés par un amas de prismes à côté de lui. Une seconde plus tard, il se trouvait tremblant de tout son corps sur le flanc d'une colline rocailleuse baignée d'une intense lumière verte. Il était nu-pieds, en chemise de nuit, et lorsqu'il essaya de marcher, il s'aperçut qu'il pouvait à peine bouger. Les tourbillons de vapeur lui cachaient tout le paysage en dehors du terrain en pente où il se tenait. Bientôt, il vit 2 silhouettes ramper vers lui, la vieille femme et l'horrible petit monstre à face humaine. La sorcière se mit péniblement à genoux et croisa les bras d'une façon singulière.
tandis que Brown Jenkins montrait un certain point de l'horizon avec sa patte qu'il avait beaucoup de mal à soulever. Sous l'effet d'une impulsion extérieure à lui, Gilman se traîna dans la direction indiquée par l'angle des bras de la vieille et la patte de son compagnon. À peine avait-il fait 3 pas qu'il plongeait à nouveau dans les abîmes crépusculaires. Il se mit à tomber sans fin au milieu des formes géométriques. Ensuite, il se réveilla dans son lit, totalement épuisé. Ce matin-là, il n'assista pas à ses cours, car il se sentait incapable de rien faire. Une force inconnue attirait son regard inexplicablement vers un espace vide du plancher dont il ne pouvait détacher les yeux. Au début de l'après-midi, il parvint à fixer un autre point de la mansarde, puis plusieurs autres, et à 2 heures, il sortit pour aller déjeuner. Pendant qu'il parcourait les ruelles de la ville, il s'aperçut qu'il se dirigeait invariablement vers le sud-est. Il parvint à s'arrêter dans un restaurant de Church Street au prix d'un grand effort. Mais dès qu'il eut terminé son repas, il se sentit plus que jamais poussé à reprendre sa marche dans la même direction. Tout compte fait, il serait obligé de consulter un spécialiste des maladies nerveuses, car son état ne cessait d'empirer. En attendant, il allait essayer de lutter seul contre les sortilèges et d'échapper à cette emprise. Faisant appel à toute sa volonté, il se tourna vers le nord et remonta Garrison Street. Lorsqu'il atteignit le pont qui enjambe le Miskatonic, il était baigné d'une sueur froide et il se cramponna à la rampe de fer pour contempler en amont l'île malfamée dont les alignements de pierres moussues poursuivaient leur méditation morose sous les rayons du soleil. Brusquement, il sursauta, car il venait d'apercevoir une silhouette humaine au milieu de l'île. Un second coup d'œil lui apprit que c'était, à n'en pas douter, l'étrange vieille dont la sinistre image avait insidieusement pénétré dans ses rêves. Les hautes herbes bougeaient à côté d'elle, comme si une autre créature vivante se fût déplacée près du sol. Au moment où la sorcière se tournait vers lui, Gilman quitta précipitamment le pont pour aller se réfugier dans le labyrinthe des ruelles. Malgré l'éloignement de l'île, il sentait que du regard sardonique de cette femme au dos voûté pouvait émaner une indicible puissance infernale. Il était toujours attiré vers le sud-est, et il lui fallut faire un formidable effort de volonté pour regagner sa mansarde. Jusqu'à la fin de l'après-midi, il resta assis sur une chaise, immobile et silencieux, l'esprit vide, le regard fixé vers l'ouest. À 6 heures, son oreille sensible perçut les prières gémissantes de Joe Masurewicz, et, en proie au désespoir, il sortit à nouveau dans les rues baignées par la lumière du soleil couchant, sans essayer de lutter davantage contre l'impulsion qui l'entraînait à présent droit au sud. 1 heure plus tard, il se trouvait en pleine campagne, dans les ténèbres et les étoiles scintillant doucement au-dessus de lui. Au lieu de se sentir poussé à marcher, il éprouvait l'ardent désir de s'élancer dans l'espace. Brusquement, il comprit que la source de la force d'attraction qu'il subissait était située dans le ciel, en un point déterminé entre l'Hydre et Argo, et qu'il l'avait subi dès son réveil, peu de temps après le lever du soleil. Au cours de la matinée, ce point se trouvait sous ses pieds. À présent, il se trouvait au sud et glissait lentement vers l'est. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-il en train de devenir fou? Combien de temps allait-il rester dans cet état? À nouveau, Gilman fit appel à sa volonté et rentra chez lui. Masurewicz l'attendait sur le pas de la porte. Le Polonais semblait très désireux de lui parler, et pourtant, il commença son récit presque à contre-cœur. Il s'agissait du halo de sorcière. La veille, Joe avait fêté la journée des Patriotes jusqu'à 1 heure avancée. En arrivant devant la maison, peu après minuit, il avait vu la fenêtre de Gilman faiblement éclairée par une lumière violette. Il tenait à avertir le jeune homme à ce sujet, car, comme le savaient tous les gens d'Arkham, cette lumière était le halo qui entourait Brown Jenkins et le fantôme de Kezia. Il n'avait jamais mentionné ce fait auparavant, mais il ne pouvait plus garder le silence. En effet,
la présence de cette lugubre clarté dans la chambre prouvait que la sorcière et son démon familier hantaient le jeune étudiant. À plusieurs reprises, Mazurewicz, son ami, Paul Choinski et Dombrowski, le propriétaire, avaient cru voir cette lueur violette filtrée par des crevasses hors de la soupente condamnée. Mais ils avaient convenu de ne pas en souffler mot. Lui, Mazurewicz, conseillait vivement au jeune homme de louer une autre chambre et de se faire donner un crucifix béni par un bon prêtre comme le père Iwanicki. Pendant que le Polonais racontait son histoire, Gilman se sentait en proie à une terreur panique. Même en admettant que Joe eût été ivre la nuit précédente, le fait qu'il pût parler d'un feu violet à la fenêtre de la mansarde était particulièrement bouleversant. La vieille femme et le petit monstre aux dents jaunes apparaissaient toujours baignés d'une clarté de ce genre au cours des rêves qui précédaient la chute du jeune homme dans les abîmes crépusculaires. Et nul être sain d'esprit ne pouvait admettre qu'une autre personne pût voir à l'état de veille cette lumière onirique. En ce cas, où Mazurewicz avait-il pris cette idée? Gilman aurait-il raconté ses visions en même temps qu'il parcourait la vieille demeure pendant son sommeil? Joe lui avait affirmé que non, mais il allait faire une enquête à ce sujet. Peut-être Frank Elwood pourrait-il le renseigner. De la fièvre, des rêves déments, des accès de somnambulisme, des illusions de Louis, une attraction exercée par un point situé dans le ciel, et maintenant la possibilité de bavardage insane au cours de son sommeil. Il devait absolument interrompre ses études, consulter un spécialiste des maladies nerveuses, s'imposer une stricte discipline. En arrivant au 2e étage, il s'arrêta devant la porte de Frank Elwood. Mais son camarade n'était pas chez lui. En conséquence, il gravit l'escalier branlant menant à la mansarde, entra et s'assit dans l'obscurité. Son regard était toujours attiré vers le sud. Par ailleurs, il se surprit à tendre l'oreille pour tâcher de percevoir un bruit qui aurait pu venir de la soupente et à essayer de discerner une lueur violette filtrant par une fissure du plafond bas. Cette nuit-là, pendant son sommeil, la lumière violette lui parut plus intense, tandis que la vieille sorcière et son petit monstre familier, plus près du lit que jamais, se moquaient de lui avec force, gestes démoniaques et glapissements inhumains. Il fut tout heureux de s'enfoncer dans les abîmes crépusculaires, bien qu'il s'irritât de la proximité opiniâtre de la masse de bulles irisées et du polyèdre multicolore. Puis survint un changement soudain. Des plans convergents d'une substance glissante surgirent au-dessus et au-dessous de lui, et la vision s'acheva dans une explosion démentielle de lumière fantastique, où le jaune, le carmin, l'indigo se mêlaient inextricablement. Il était étendu sur une haute terrasse bordée d'une balustrade, dominant une jungle illimitée de pics, de plans, de dômes, de minarets, de disques horizontaux et de maintes autres formes encore plus extravagantes faites de pierre ou de métal qui resplendissaient sous l'éclat éblouissant d'un ciel polychrome. Levant les yeux, il vit 3 formidables disques de flammes, chacun d'une teinte différente, placés à des hauteurs diverses au-dessus d'un horizon lointain de montagnes basses. Derrière lui, des terrasses en gradins s'érigeaient à perte de vue. Il se leva péniblement et constata que les dalles sous ses pieds étaient faites d'une pierre polie et veinée qu'il ne put identifier. Elles avaient une forme bizarre, non point asymétrique, mais basée sur une symétrie étrangère aux lois de notre planète. La balustrade, à hauteur de poitrine, était délicatement ouvragée. À intervalles réguliers, elle s'ornait de figurines grotesques d'un travail merveilleux. Ces dernières, comme la balustrade elle-même, semblaient faites d'un métal luisant, dont la couleur était indiscernable dans ce chaos de splendeur éblouissante. Elle représentait un objet de forme cylindrique, sillonné de saillies longitudinales, muni de bras horizontaux, partant d'un point central comme les rayons d'une roue, et de 2 protubérances bulbeuses, l'une à la base, l'autre au sommet.
Chacune de ces protubérances constituait le moyeu d'un système de 5 bras plats et effilés, disposés comme ceux d'une étoile de mer. Le point de contact entre la protubérance inférieure et la balustrade était si infime que plusieurs figurines s'étaient détachées de leur support. Elles mesuraient environ 4 pouces et demi de haut. Les bras pointus leur donnaient un diamètre maximum de 2 pouces et demi. Lorsque Gilman se leva, les dalles lui parurent brûlantes. Son premier mouvement fut de gagner la balustrade et de contempler la cité cyclopéenne à près de 2000 pieds au-dessous de lui. Il crut entendre un chœur rythmé de faibles sons aigus, sourds des rues étroites. Et il regretta de ne pouvoir discerner les habitants de la ville. Au bout de quelques instants, il se sentit pris de vertige. Il se serait affaissé sur le carrelage s'il ne s'était pas cramponné instinctivement à la balustrade. Sa main droite se referma sur l'une des figurines qui se détacha sous son étreinte. Néanmoins, il continua à la serrer dans ses doigts tandis que sa main gauche saisissait un emplacement libre. À ce moment, il entendit un léger bruit derrière lui, se retourna et vit venir 5 silhouettes à l'autre extrémité de la terrasse. 2 d'entre elles étaient la sinistre vieille et son compagnon aux dents jaunâtres. L'aspect des 3 autres le fit s'évanouir, car ces entités vivantes de 8 pieds de haut étaient exactement semblables aux figurines de la balustrade. Elles se déplaçaient en agitant, comme des araignées, le groupe inférieur de leurs bras pointus. Gilman s'éveilla dans son lit, baigné d'une sueur glacée, éprouvant une sensation de brûlure au visage, aux mains et aux pieds. S'étant levé d'un bond, il s'habilla en toute hâte, comme s'il lui fallait quitter la maison le plus tôt possible. Il ne savait pas où il voulait aller, mais il sentait que, une fois encore, il devrait sacrifier ses coups. Il n'était plus attiré par ce point mystérieux de la voûte céleste située entre l'Hydre et Argo. Toutefois, il subissait une autre impulsion beaucoup plus tyrannique. Il lui fallait maintenant aller vers le nord, redoutant de franchir le pont d'où l'on avait vu sur l'île déserte au milieu de la rivière. Il emprunta celui de Peabody Avenue. Il avançait en trébuchant, car ses yeux restreints rivaient sur une région lointaine du ciel bleu. Une demi-heure plus tard, ayant repris presque tout son sang-froid, il s'aperçut qu'il était loin de la ville. Autour de lui s'étendait un désert de marécages salés, bordé par l'étroite route menant à Innsmouth. Cette étrange cité presque abandonnée qui inspire aux habitants d'Arkham une si bizarre répulsion. Il se mit à lutter de toutes ses forces contre son désir de marcher vers le nord, et bientôt il parvint à regagner la ville à pas pesants. Après avoir avalé un café, il se traîna dans une bibliothèque publique où il feuilleta quelques revues. À 3 heures, il alla déjeuner dans un restaurant, puis se rendit dans un cinéma bon marché où il assista à plusieurs séances de projection sans prêter la moindre attention au film. Vers 9 heures du soir, il rentra dans la vieille maison. Joe Masurewicz marmottait d'intelligibles prières, et Gilman se hâta de monter à sa mansarde sans s'arrêter au 2e étage pour voir si Elwood était chez lui. Dès qu'il eut tourné le commutateur, il éprouva un choc violent. En effet, à la faible lueur de l'ampoule électrique, il vit sur la table un objet qui n'aurait pas dû s'y trouver, et sur l'identité duquel il était impossible de se tromper. C'était, couché sur le flanc, la figurine monstrueuse qu'il avait détachée de la balustrade au cours de son rêve. Aucun détail ne manquait: le corps cylindrique, sillonné d'arêtes longitudinales, les 2 protubérances à chaque extrémité, les bras d'étoiles de mer, légèrement incurvés vers l'intérieur. La statuette était d'un gris irisé veiné de vert. Malgré sa stupeur horrifiée, Gilman s'aperçut que l'une des protubérances était déchiquetée à sa base. Seul l'état d'hébétude dans lequel il se trouva plongé l'empêcha de crier. Cette fusion du rêve et de la réalité lui paraissait intolérable. Saisissant la figurine d'une main tremblante, il descendit l'escalier en chancelant pour aller trouver Dombrowski, son propriétaire. Les prières gémissantes du monteur de métier à tisser résonnaient encore à travers la maison, mais Gilman ne s'en préoccupait plus maintenant. Le propriétaire le reçut avec une grande amabilité. Non, il n'avait jamais vu cet objet auparavant.
et ne savait rien à son sujet. Toutefois, sa femme lui avait dit qu'elle avait trouvé une drôle de chose dans le lit d'un des locataires en faisant les chambres, à midi. Don Bromsky appela son épouse, qui entra en se dandinant. Oui, elle avait trouvé ça dans le lit du jeune monsieur du côté du mur. Ça lui avait paru un peu bizarre, mais bien sûr, le jeune monsieur avait des tas de choses bizarres dans sa chambre. Non, elle ne savait rien à ce sujet. Gilman remonta l'escalier en proie à la plus grande confusion, persuadé qu'il continuait à rêver, ou bien que son somnambulisme l'avait amené à commettre des dégradations en des lieux inconnus. Où s'était-il procuré cet objet fantastique? Il ne se rappelait pas l'avoir vu dans aucun musée d'Arkham. Néanmoins, il avait dû le prendre quelque part. La vue de la statuette, pendant qu'il s'en emparait au cours de son sommeil, avait sans doute suscité le rêve de la terrasse et de la balustrade. Il résolut de se livrer à une enquête discrète dès le lendemain. En attendant, il tâcherait de découvrir dans quelle direction il allait au cours de ses accès de somnambulisme. Tout en gravissant l'escalier branlant et en parcourant le couloir du 3e étage, il répandit sur les marches et sur le plancher un peu de farine qu'il venait d'emprunter à Dombrowski, en lui avouant franchement ce qu'il comptait en faire. Une fois dans sa mansarde, il posa la figurine sur la table, puis, totalement épuisé de corps et d'âme, il se coucha sans même se déshabiller. Il crut entendre un léger bruit feutré dans la soupente, mais il était trop las pour s'en préoccuper. À nouveau, il se sentait violemment attiré vers le nord. Néanmoins, le point d'attraction se trouvait placé plus bas dans le ciel. Au cœur de l'éblouissante lumière du rêve, la sorcière et son démon familier surgirent plus distinctement que jamais. Cette fois, ils parvinrent jusqu'à lui, et les griffes de la vieille le saisirent. Il fut tiré hors du lit, jeté dans l'espace vide, et pendant quelques instants, il entendit le tumulte rythmé des abîmes crépusculaires où il plongeait vertigineusement. Sa chute fut de courte durée. Bientôt, il se trouva dans une petite pièce sans fenêtre. Au-dessus de lui, il distingua les poutres grossières d'un toit pointu. Sous ses pieds se trouvait un plancher bizarrement incliné sur lequel s'entassaient des bibliothèques basses pleines de livres antiques. Au cœur de la pièce se dressait une table et un banc. De petits objets de formes et de natures inconnues étaient rangés sur les bibliothèques. Dans le flamboiement de la lumière violette, Gilman crut apercevoir la reproduction d'une des figurines de la balustrade. À sa gauche, le plancher disparaissait brusquement pour faire place à un petit gouffre triangulaire d'où émergea bientôt le détestable monstre aux dents jaunes et à face humaine. La sorcière étreignait toujours le jeune étudiant dans ses griffes. De l'autre côté de la table se tenait un personnage qu'il n'avait jamais vu auparavant, un homme maigre et de haute taille, dont le visage d'un noir d'encre ne présentait pourtant aucune caractéristique du type négroïde. Il n'avait ni barbe ni cheveux et portait pour seul vêtement une lourde robe d'étoffe noire. La table et le banc dissimulaient ses pieds, mais ils devaient être chaussés car on entendait un bruit sec chaque fois qu'il changeait de position. Sans mot dire, sans qu'un muscle de son visage ne bougeât, il montra du doigt un énorme volume ouvert sur la table, tandis que la vieille mettait une grosse plume d'oie dans la main droite de Gilman. En proie à une terreur folle, le jeune homme sentit le monstre aux dents jaunes grimper par ses vêtements jusqu'à ses épaules, descendre le long de son bras gauche et finalement lui mordre le poignet juste au-dessus de sa manche. Au moment précis où le sang jaillissait de la blessure, Gilman s'évanouit. Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, il éprouva une douleur au poignet gauche et vit sur le bras de sa manche des traces de sang coagulé. Ses souvenirs étaient assez vagues dans l'ensemble, mais il se rappelait très nettement l'homme noir dans la pièce inconnue. Les rats avaient dû le mordre pendant son sommeil, ce qui expliquait l'abominable conclusion de son rêve.
Ayant ouvert la porte, il constata que les seules empreintes visibles sur la couche de farine étaient celles du grand gaillard qui logeait à l'autre extrémité du couloir. Il ne s'agissait donc pas cette fois-ci d'un accès de somnambulisme. Il allait falloir prendre des mesures sévères au sujet de ces rats. Il en parlerait le jour même à son propriétaire. De nouveau, il essaya de boucher le trou à la base du mur nord, en y enfonçant un chandelier d'une taille appropriée. Ses oreilles bourdonnaient, comme si elles avaient retenu l'écho d'un bruit horrible entendu dans son cauchemar. Tout en se lavant et en changeant de vêtements, il essaya de se rappeler ce qu'il avait rêvé à la suite de la scène dans la pièce sans ouverture. Mais il ne put retrouver aucun souvenir précis. Sa mémoire lui montrait simplement les abîmes crépusculaires auxquels succédaient d'autres abîmes encore plus sombres, où ne subsistait plus la moindre forme fixe. Il y avait été conduit par la grosse masse de bulles et le petit polyèdre qui l'escortait sans cesse. Toutefois, ces deux entités et lui-même s'étaient transformés en flocons de brume dans ce vide peuplé de ténèbres. Quelque chose les y avait précédés, un flocon un peu plus gros qui parfois se condensait pour prendre une forme imprécise. Et il lui sembla que, au lieu de se déplacer selon une ligne droite, ils avaient suivi les courbes d'un tourbillon obéissant à des lois étrangères à la physique et aux mathématiques de n'importe quel cosmos concevable. Un peu plus tard, au milieu d'ombres bondissantes, il avait cru percevoir de monstrueuses pulsations à peine audibles, sur lesquelles se détachaient les notes monotones d'une flûte cachée. Le jeune homme décida que cette dernière conception lui avait été suggérée par la lecture du passage du Necronomicon décrivant l'entité Azathoth, qui régit le temps et l'espace depuis son trône noir au centre du chaos. Lorsque Gilman lui lavait son poignet, il s'aperçut que sa blessure était insignifiante. L'emplacement des deux petits trous dedans l'intrigua beaucoup. Il se rappela qu'il n'y avait pas de tache sur le couvre-lit où il s'était étendu. Fait vraiment curieux si l'on tenait compte de la quantité de sang coagulé qui couvrait sa peau et le bras de sa manche. Avait-il donc marché dans la chambre pendant son sommeil? Et le rat l'avait-il mordu à un moment où il s'était assis sur une chaise? Il chercha partout des traces brunes, sans aucun succès. Peut-être vaudrait-il mieux répandre aussi de la farine à l'intérieur de la mansarde. Mais après tout, il n'avait pas besoin d'autres preuves de ses promenades nocturnes. Il savait qu'il était bel et bien atteint de somnambulisme. La seule chose à faire était de lutter contre cette fâcheuse maladie. Il allait demander à Frank Hellwood de lui venir en aide. Les étranges forces d'attraction venues de l'espace semblaient moins fortes pour le moment, mais elles étaient remplacées par une autre impression encore plus inexplicable. Il se sentait poussé à fuir pour échapper à sa situation actuelle sans savoir le moins du monde de quel côté il devait fuir. Il prit la figurine et descendit au second étage en bandant ses nerfs afin de ne pas se laisser troubler par les litanies de Mazurewicz qui montaient du rez-de-chaussée. Hellwood était chez lui. Les deux jeunes gens avaient le temps de bavarder un peu avant de sortir pour aller prendre leur petit déjeuner et se rendre à l'université. Gilman raconta brièvement ses derniers rêves et ses craintes. Son hôte convint qu'il fallait agir sans plus tarder. Le visage défait et l'expression hagarde de son camarade le bouleversèrent, et il remarqua les étranges coups de soleil que d'autres avaient déjà remarqués au cours de la semaine précédente. Néanmoins, il ne put dire grand-chose à son visiteur. Il ne l'avait jamais vu marcher dans son sommeil, et il ne savait pas du tout ce que pouvait être la figurine aux bras pointus. Cependant, un certain soir, il avait entendu une conversation entre Mazurewicz et le Canadien français qui logeait juste au-dessous de Gilman. Ils se confiaient les craintes que leur inspirait l'approche de la nuit de Valpurgie et échangeaient des commentaires apitoyés sur le pauvre jeune homme condamné. Desroches, le Canadien,
avait mentionné les bruits de pas qu'il entendait souvent, ainsi que la lumière violette qu'il avait aperçue une nuit où il était monté furtivement du 3e étage, dans l'intention de regarder par le trou de la serrure de Gilman. Après avoir vu la lumière filtrer sous la porte, il n'avait pas osé jeter un seul coup d'œil. Il avait également entendu parler à voix basse. Hellwood supposait que l'imagination de ces deux êtres superstitieux avait été mise en branle par les accès de somnambulisme de son camarade et par l'approche de la veille du 1er mai. De toute évidence, Gilman parlait dans son sommeil. Quant à l'aventure nocturne de Desroches, elle prouvait simplement que l'histoire fantastique de la lumière violette avait dû se répandre. Ces esprits naïfs étaient prompts à croire qu'ils avaient vu les choses bizarres dont ils avaient simplement entendu parler. Hellwood conseilla à Gilman de renoncer à dormir seul et de venir s'installer dans sa chambre. Chaque fois que le somnambule se mettrait à parler ou à marcher dans son sommeil, son camarade s'éveillerait si lui-même ne dormait pas à ce moment-là. En attendant, ils iraient présenter la figurine aux conservateurs des divers musées et à certains professeurs pour tâcher de la faire identifier. Ils prétendraient l'avoir trouvée dans une poubelle. Par ailleurs, Dombrowski devrait essayer d'empoisonner les rats qui infestaient la maison. Réconforté par la bonne amitié d'Hellwood, Gilman assista ce jour-là à tous ses cours. Il se sentit encore en proie à d'étranges impulsions, mais il parvenait à lutter contre elles victorieusement. Il fit voir la figurine à plusieurs professeurs qui se montrèrent fort intéressés, sans pouvoir cependant jeter la moindre lumière sur l'origine ou la nature de cet objet maléfique. Cette nuit-là, il dormit sur un lit de camp que le propriétaire avait mis dans la chambre d'Hellwood, et pour la première fois depuis plusieurs semaines, il ne fut tenté par aucun rêve, quoique sa fièvre persistât. Pendant quelques jours, Gilman ne se livra à aucune activité morbide. Au dire de son camarade, il ne manifesta pas la moindre tendance à parler ou à se lever au cours de son sommeil. Le propriétaire répandit du poison un peu partout. Le seul élément troublant était fourni par les conversations entre les deux étrangers superstitieux dont l'imagination semblait particulièrement échauffée. Mazurewicz insistait sans cesse pour que Gilman se procurât un crucifix. Il finit par lui en imposer un qu'il avait fait bénir par le bon père Ivanicki. Desroches affirma avoir entendu des pas furtifs dans la chambre vide au-dessus de lui pendant les 2 nuits qui avaient suivi le départ de l'étudiant. Paul Schoenski jura qu'il avait perçu des bruits divers dans les couloirs et qu'une nuit, on avait essayé doucement d'ouvrir sa porte. Quant à Madame Dombrowski, elle déclara solennellement que Brown Jenkins lui était apparu pour la première fois depuis la Toussaint. Jugeant que ses propos naïfs devaient être dénués de tout fondement, Gilman accrocha négligemment le crucifix de métal bon marché à un clou au-dessus du buffet. 3 jours durant, les 2 jeunes gens firent le tour des musées de la ville pour tenter d'identifier l'étrange statuette, mais sans aucun succès. Tous ceux qui la virent manifestèrent le plus vif intérêt en raison même de l'énigme qu'elle proposait. L'un des bras fut brisé et soumis à une analyse chimique. Le professeur Ellery trouva du platine, du fer et du tellurium dans ce curieux alliage. Toutefois, il contenait aussi 3 autres éléments d'un poids atomique très élevé que la chimie s'avérait absolument incapable de classer. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Quant à la figurine, elle est exposée au musée de l'université de Miskatonic. Le matin du 27 avril, un nouveau trou à rats fut découvert dans la chambre d'Hellwood. Dombrowski le recouvrit aussitôt d'une plaque de tôle. Le poison restait probablement sans effet, car les grattements et les galopades continuaient de plus belle derrière les cloisons. Cette nuit-là, Hellwood, devant rentrer tard, Gilman attendit son retour. Il ne voulait pas s'endormir seul, car, au crépuscule, il avait cru voir la répugnante vieille dont l'image était passée dans ses rêves. Il se demanda qui elle pouvait être et quel animal avait bien pu se déplacer à son côté, au milieu des boîtes de conserve d'un tas d'ordures,
à l'entrée d'une cour sordide. Il avait eu l'impression que la sorcière l'apercevait et lui jetait un regard maléfique. Le lendemain, les jeunes gens se sentirent très fatigués. Pendant la soirée, ils discutèrent d'un ton somnolent au sujet des études mathématiques auxquelles Gilman s'était si fiévreusement consacré, en se demandant quel rapport elles pouvaient avoir avec les légendes anciennes. Ils parlèrent de Kaysa Manson, et Elwood reconnut que son camarade était fondé à croire qu'elle avait dû découvrir par hasard certaines connaissances magiques de la plus haute importance. Les cultes interdits auxquels ces sorcières appartenaient possédaient et transmettaient des secrets datant de plusieurs millions d'années. Il n'était donc pas impossible que Kaysa eût acquis la faculté de passer dans des mondes à plus de 3 dimensions. La tradition souligne le fait que des obstacles matériels sont incapables d'arrêter une sorcière, et qui saurait dire l'origine des vieilles histoires de chevauchées nocturnes sur des manches à balai. Restait à prouver qu'un mathématicien moderne pût acquérir des pouvoirs semblables en poursuivant assez loin ses études. En cas de réussite, peut-être aurait-il à affronter des situations périlleuses, car nul ne pouvait prévoir les conditions d'existence dans un monde à plus de 3 dimensions normalement inaccessibles. Par ailleurs, cette aventure offrait d'immenses possibilités. Le temps ne devait pas exister dans certaines zones de l'espace. Si un homme parvenait à y pénétrer, il se trouverait à même de conserver indéfiniment son âge et de devenir pratiquement immortel. Il lui serait possible, en ce cas, de séjourner dans une de ces zones autant qu'il lui plairait, et de revenir sur la Terre toujours aussi jeune, à une époque très lointaine de l'avenir de notre planète. On ne pouvait affirmer catégoriquement que cet exploit eût jamais été réalisé, car les vieilles légendes sont vagues et ambiguës. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, toute tentative de franchir des abîmes interdits semblait s'être compliquée de terribles alliances avec des entités venues de l'extérieur. De temps immémorial, les mortels avaient connu le messager principal des puissances maléfiques, l'homme noir, du culte des sorcières, le Nyarlathotep du Necronomicon. Il existait aussi des émissaires de moindres envergures qui étaient presque toujours des animaux hybrides. Lorsque les jeunes gens, accablés de sommeil, allèrent se coucher, ils entendirent Joe Masurewicz rentrer en titubant. L'ardeur désespérée de ses prières gémissantes les fit frissonner de terreur. Cette nuit-là, Gilman revit en rêve la lumière violette. Il entendit un bruit de griffes et de dents derrière les cloisons, et il lui sembla que quelqu'un maniait le loquet de la porte. Puis la vieille femme et le petit monstre barbu s'avancèrent vers lui. Le visage de la sorcière exprimait une joie horrible. Son immonde compagnon montra du doigt, en ricanant, Elwood, qui dormait à poing fermé, à l'autre bout de la pièce. Paralysé de terreur, Gilman fut incapable de crier. Une fois de plus, la vieille le saisit aux épaules, le tira du lit et le jeta dans l'espace. Une fois de plus, il plongea au cœur des abîmes tumultueux, mais presque aussitôt, il se retrouva dans une ruelle boueuse et malodorante, resserrée entre les murs branlants de très vieilles maisons. En avant de lui se dressait l'homme noir, qu'il avait déjà vu sous les poutres du toit pointu, dans la pièce mystérieuse, à une distance moindre. La vieille femme lui adressait des gestes impérieux. Lord Jenkins se frottait avec un enjouement affectueux contre les chevilles de l'homme noir, qui disparaissait à moitié dans la boue. Sur la droite s'ouvrait une entrée pleine d'ombre, dans laquelle la sorcière entraîna Gilman, en le traînant par la manche de son pyjama. Puis il monta à sa suite un escalier nauséabond aux marches grinçantes, sur lesquelles elle semblait répandre une faible lumière violette. Finalement, ils parvinrent à un palier et s'arrêtèrent devant une porte. La vieille fit signe à Gilman de l'attendre. Souleva le hoquet et pénétra dans une pièce où régnaient les ténèbres. Le jeune homme entendit un cri étranglé. Bientôt la sorcière revint, tenant dans ses bras une petite forme inerte qu'elle présenta au dormeur, comme pour lui intimer l'ordre de la porter. La vue du corps inanimé et l'expression de son visage rompirent le sortilège.
Gilman se précipita dans l'escalier et regagna la ruelle fangeuse. Mais là, il fut arrêté et saisi à la gorge par l'homme noir. Au moment où il perdait connaissance, il entendit le ricanement aigu du petit monstre aux dents jaunes. Le matin du 29 avril, Gilman s'éveilla dans un maelstrom d'horreur. Dès qu'il ouvrit les yeux, il sut qu'il était arrivé une terrible aventure, car il se trouvait dans sa mansarde, étendu sur le lit non fait. Il avait très mal au cou, sans pouvoir s'expliquer pourquoi, et lorsqu'il se redressa sur son séant, il constata avec une terreur grandissante que ses pieds et le bas du pantalon de son pyjama étaient souillés de boue coagulée. Sur le moment, il ne se souvint de rien, mais à tout le moins, il comprit qu'il avait dû subir un accès de somnambulisme. Elwood, englué de sommeil, n'avait pu ni l'entendre ni l'empêcher de quitter son lit. Sur le plancher se trouvaient plusieurs empreintes boueuses qui, chose étrange, n'arrivaient pas jusqu'à la porte. Plus Gilman les examinait, plus elles lui semblaient bizarres. En effet, outre les siennes, il en distinguait d'autres, plus petites, presque rondes, semblables à celles qu'auraient pu laisser les pieds d'une grande table, mais divisées en deux moitiés. Il y avait aussi des traces de pattes de rat qui partaient d'un trou fraîchement ouvert et y revenaient. Le jeune homme gagna la porte en chancelant et s'aperçut avec stupeur qu'il n'y avait aucune empreinte dans le couloir. Son épouvante fut à son comble lorsque le souvenir de son rêve hideux lui revint à l'esprit. Du rez-de-chaussée montaient les lugubres litanies de Joe Masurewicz. Il descendit au second étage, tira Elwood de son sommeil et lui raconta les circonstances de son réveil. Son camarade ne put se faire la moindre idée de ce qu'il s'était passé en réalité. Où Gilman était-il allé? Comment avait-il regagné sa mansarde sans laisser des traces dans le couloir? D'où provenaient les empreintes mêlées aux siennes? Il était impossible de répondre à ces questions. D'autre part, comment expliquer ces marques livides sur le cou de Gilman qui pouvaient faire croire qu'il avait essayé de s'étrangler? Pendant que les deux jeunes gens se perdaient en conjectures, Desroches entra et déclara qu'il avait entendu un fracas épouvantable au-dessus de sa tête entre 2 et 3 heures du matin. Non, il n'y avait eu personne dans l'escalier après minuit. Toutefois, un peu avant minuit, il avait perçu de légers bruits de pas dans la mansarde et sur les marches. C'était, ajouta-t-il, un très mauvais moment de l'année pour Arkham. Le jeune monsieur ferait bien de porter le crucifix que Joe lui avait donné. Nul n'était en sécurité, même en plein jour, car après l'aube, des sons étranges avaient résonné dans la maison. Plus particulièrement, un cri d'enfant, aussitôt étouffé. Ce matin-là, Gilman assista au cours, mais il fut incapable de fixer son attention sur les sujets traités. En proie à une indéfinissable appréhension, il semblait s'attendre à recevoir un coup mortel. Après avoir déjeuné au foyer de l'université, il prit un journal sur une table voisine. La lecture d'un article en première page l'anéantit, lui laissant à peine assez de force pour régler sa note et regagner la chambre d'Elwood en chancelant. Au cours de la nuit précédente, un bébé de 2 ans, fils d'une blanchisseuse nommée Anastasia Woleszko, avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. La mère, s'il fallait en croire ses voisins, redoutait ce drame depuis déjà quelque temps, mais les motifs de sa crainte avaient paru si ridicules que nul ne les avait pris au sérieux. Elle prétendait avoir vu Brown Jenkins dans la maison à plusieurs reprises depuis le mois de mars, et avoir compris, d'après les grimaces du monstre ricanant, que le petit Ladislas devait être sacrifié au cours de la nuit de Walpurgie. Anastasia n'avait rien dit à la police, qui ne croyait jamais ces sortes de choses. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, des enfants avaient disparu tous les ans de cette façon. Ce qui fit perler une sueur froide sur le corps de Gilman, ce fut la déclaration de 2 fêtards
qui s'étaient trouvés à passer peu après minuit devant l'entrée de la ruelle où habitait Anastasia. Ils reconnurent qu'ils étaient ivres, mais ils jurèrent solennellement avoir vu un trio bizarrement vêtu franchir le seuil d'une porte. Un nègre de haute taille drapé dans une robe noire, une vieille femme déguenillée, un jeune homme blanc en pyjama. La vieille traînait le jeune homme à sa suite, et un rat apprivoisé se frottait contre les chevilles du nègre. Lorsque Elwood, qui avait lu les journaux, revint chez lui à la fin de la journée, il trouva son camarade plongé dans une torpeur horrifiée. À ce coup, ni l'un ni l'autre ne pouvaient douter qu'une effroyable catastrophe fût sur le point de s'abattre sur eux. Entre les fantasmes du cauchemar et les réalités de l'univers concret s'établissaient des rapports hideux. Seule une vigilance incessante pourrait mettre les deux jeunes gens à l'abri d'aventures encore plus redoutables. Gilman irait consulter un spécialiste des maladies nerveuses, mais il attendrait que les journaux aient cessé de parler de la disparition de l'enfant. Les deux étudiants exposèrent chacun à leur tour les théories les plus folles pour tâcher d'expliquer ce qui avait pu se passer en réalité. Gilman avait-il, à son insu, acquis des connaissances telles qu'elles lui permettaient de sortir de notre sphère pour pénétrer dans un monde à plus de 3 dimensions? Ou s'était-il rendu au cours de ces nuits démoniaques, en admettant qu'il se fût rendu quelque part? Les abîmes crépusculaires, le flanc de la colline, la terrasse brûlante, l'attraction des étoiles, l'homme noir, la ruelle boueuse, la sorcière et son horrible compagnon aux dents jaunes, les étranges coups de soleil, la blessure au poignet, la mystérieuse figurine, les empreintes boueuses, qu'est-ce que tout cela pouvait bien signifier? Jusqu'à quel point cette affaire relevait-elle du domaine de la raison? Cette nuit-là, ils ne dormirent ni l'un ni l'autre. Le lendemain, ils n'assistèrent pas à leur cours et sommeillèrent toute la journée. C'était le 30 avril. Au crépuscule commencerait l'immonde sabbat si redouté des étrangers et des vieillards superstitieux. Mazurevix rentra à 6 heures et déclara que, d'après certains ouvriers de la filature, la fête diabolique serait célébrée dans le sombre ravin derrière Medway Hill, à l'endroit où s'élève une vieille pierre blanche, autour de laquelle il n'y a jamais eu la moindre trace de végétation. Plusieurs personnes avaient déjà averti la police que c'était là qu'il fallait chercher le corps de l'enfant disparu. Joe, ayant supplié le jeune monsieur de passer autour de son cou le crucifix à chaîne de nickel. Gilman s'exécuta pour lui faire plaisir. Tard dans la nuit, les deux jeunes gens sommeillaient dans leurs fauteuils, bercés par les prières du Polonais. Gilman, au sein de sa torpeur, tendait l'oreille, comme s'il s'attendait à percevoir un murmure redoutable derrière les bruits familiers de la maison. Des passages du Necronomicon et du Livre Noir lui revenaient à l'esprit et, à un certain moment, il se surprit en train de se balancer au rythme de chants abominables, qui étaient censés faire partie des cérémonies les plus diaboliques du sabbat. Bientôt, il comprit ce qu'il essayait d'entendre. C'était la mélopée des officiants dans la vallée lointaine. Comment savaient-ils si bien ce qu'ils attendaient? Comment connaissaient-ils le moment précis où Nahab et son acolyte devaient leur présenter la coupe débordante qui viendrait après le coq et le bouc noir? Voyant qu'Elwood s'était endormi, il essaya de l'appeler, mais il ne put pousser le moindre cri. Il n'était plus son maître. Avait-il donc signé le livre de l'homme noir? Alors, son oreille hypersensible distingua les notes lointaines portées par le vent. Et il les reconnut aussitôt, bien qu'elles eussent franchi avant de parvenir jusqu'à lui des kilomètres de collines, de champs et de ruelles. Les feux devaient être allumés, les danses devaient avoir commencé. Comment pourrait-il s'empêcher de se rendre au sabbat? Dans les mailles de quel sinistre filet se trouvait-il pris? Les mathématiques, le folklore, la maison, la vieille Keisa Brown Jenkins. Il vit un nouveau trou, un rat dans le mur près de son lit. Sur le fond sonore de la mélopée lointaine et des litanies de Joe Mazurevix, il entendit un bruit de griffes en train de gratter la cloison.
Il souhaita que la lampe électrique ne s'éteignît pas. Puis il vit émerger du trou, à ras, le visage barbu du petit monstre. Ce visage qui, il s'en aperçut enfin, présentait une hideuse ressemblance avec celui de la vieille Kezia. Les abîmes crépusculaires l'engloutirent, et il se sentit emprisonné dans l'étreinte informe de la masse de bulles irisées, tandis que, devant lui, le polyèdre kaléidoscopique avançait à vive allure. Dans le vide tumultueux, la formidable symphonie de cris et de grondements devenait de plus en plus intense. Gilman s'attendait d'un instant à l'autre à ce qu'elle atteignît son point culminant. Un volume de sons indescriptibles, intolérable, la monstrueuse explosion du rythme des chants de Valpurgie dans laquelle seraient concentrés tous les échos retentissants du cosmos. Peu de temps après, il se trouvait dans la petite pièce au toit pointu, au plancher incliné, meublé d'une table, d'un banc et de bibliothèque basse, où s'ouvrait un trou noir triangulaire. Sur la table était étendu le corps nu et inerte d'un petit enfant. De l'autre côté se dressait la monstrueuse sorcière tenant dans sa main droite un couteau étincelant et dans sa main gauche une coupe de métal ciselée aux proportions bizarres, munie de 2 anses latérales. Elle psalmodiait d'une voix rauque un chant rituel dont Gilman ne pouvait comprendre les paroles. Comme la scène devenait plus nette, il vit l'abominable vieille se courber en avançant et lui tendre la coupe par-dessus la table. Incapable de maîtriser ses émotions, il se pencha à son tour et la saisit à 2 mains, ce qui lui permit de constater sa légèreté relative. À ce moment, la forme abhorrée de Brown Jenkins émergea du trou triangulaire, juste à gauche de Gilman. La sorcière fit signe au jeune homme de tenir la coupe dans une certaine position, tandis qu'elle levait son couteau aussi haut que sa main droite pouvait atteindre le monstre aux dents jaunes, entonnant le chant rituel de sa voix jacassante. La sorcière se mit à croisser des réponses ignobles. Gilman sentit un éclair de dégoût le pénétrer jusqu'au cœur. La coupe de métal trembla dans ses mains. Une seconde plus tard, le mouvement du couteau en train de s'abattre rompit le sortilège qui le paralysait. Lâchant la coupe, il s'élança les mains tendues pour empêcher la vieille de perpétrer son crime monstrueux. En un instant, il contourna la table, arracha le couteau de la main de la mégère et le jeta dans le petit gouffre triangulaire où il disparut avec un fracas retentissant. Presque aussitôt, les redoutables griffes de la sorcière, dont le visage était convulsé par une fureur démente, se refermaient autour de son cou. Sentant la chaîne du crucifix pénétrer dans sa chair, il se demanda quel effet la vue de la sainte croix pourrait produire sur l'infernale créature. Fouillant sous sa chemise, d'une main faible, il saisit le symbole sacré qu'il plaça devant les yeux de sa redoutable ennemie, après en avoir brisé la chaîne. La sorcière sembla saisie de panique et relâcha son étreinte. Gilman en profita pour détacher de son cou les griffes acérées. Mais au moment où il s'apprêtait à entraîner la vieille jusqu'au trou noir pour l'y précipiter, elle retrouva ses forces et se mit à l'étrangler de plus belle. Cette fois, elle décida de la payer de retour. Avant qu'elle eût pu prévenir son geste, il lui passa la chaîne du crucifix autour du cou et serra suffisamment pour lui couper la respiration. Pendant qu'elle se débattait dans les convulsions suprêmes, il sentit une morsure à sa cheville et vit que Brown Jenkins était venu au secours de sa maîtresse. D'un violent coup de pied, il fit dégringoler au fond du trou le petit monstre, qui se mit à geindre dans le noir. Sans vérifier s'il avait tué la vieille femme, qu'il laissa étendue inerte sur le plancher, il se tourna vers la table. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux faillit lui faire perdre la raison. Tandis qu'il luttait contre la sorcière, Brown Jenkins n'était pas resté inactif. C'est en vain que le jeune homme avait empêché le couteau de trouer la poitrine de la victime, car les dents jaunes du monstre avaient déchiqueté un poignet et près du petit corps sans vie se trouvait la coupe maintenant pleine de sang. Dans son délire onirique, Gilman entendit la psalmodie du sabbat résonner à une distance infinie et il sut que l'homme noir venait d'arriver.
Des souvenirs confus se mêlaient à ses connaissances mathématiques. Il lui sembla qu'il détenait dans son subconscient les angles dont il avait besoin pour regagner le monde normal par ses propres moyens. Certain de se trouver dans la soupente condamnée au-dessus de sa mansarde, il se demanda s'il pourrait fuir par le plancher incliné ou par l'issue hermétiquement obturée. D'autre part, en s'échappant d'une soupente de rêve, ne se retrouverait-il pas dans une maison de rêve, projection anormale du lieu concret qu'il cherchait? Il était complètement confondu par le mélange inextricable de cauchemar et de réalité qu'offraient toutes ces aventures. Le passage à travers les abîmes crépusculaires allait être terrifiant. Le rythme des chants de Valpurgie y retentirait et il lui faudrait finalement entendre cette pulsation cosmique jusqu'à présent estompée, qui lui inspirerait une terreur mortelle. À l'époque du sabbat, elle montait jusqu'aux divers mondes de notre sphère pour inviter les initiés à célébrer des rites blasphématoires. Presque toutes les psalmodies du culte infernal étaient modelées sur cette vibration souvent devinée par lui, dont nulle oreille humaine ne saurait endurer le formidable impact. Gilman se demanda également si son instinct le ramènerait dans l'espace terrestre. Comment pouvait-il être certain de ne pas tomber sur le flanc de la colline baignée de lumière verte, sur la terrasse dominant la cité cyclopéenne ou dans les noirs tourbillons de l'ultime chaos où règne le démon Azathoth? Juste au moment où il plongeait, la lumière violette s'éteignit, faisant place à une obscurité impénétrable. Cela devait marquer la mort de la sorcière, Kezia, Nahab. Il crut entendre, mêlé au chant du sabbat et au gémissement de Brown Jenkin, une plainte farouche montée du fond d'abîmes inconnus. Jo Masurevix. Les prières contre le chaos envahisseur devenaient un inexplicable hurlement de triomphe. Des mondes d'une réalité cruelle se heurtaient contre les tourbillons de son rêve. Ya Shub-Megorath, le bouc aux 1000 chevreaux. On retrouva Gilman étendu sur le plancher de sa mansarde, bien avant l'aube, car le cri terrible avait fait accourir immédiatement des roches, Choïnski, Dombrowski, Masurevix, et avait même tiré Hellwood de son profond sommeil. Le jeune homme était vivant, mais il avait perdu conscience. Son cou portait les empreintes de 2 mains meurtrières et sa cheville gauche une horrible morsure de rat. Son pyjama était tout froissé, le crucifix avait disparu. Hellwood, tremblant de tout son corps, n'osa même pas formuler la moindre hypothèse sur cette nouvelle aventure nocturne de son camarade. Masurevix semblait contempler, hébété, car il avait, dit-il, reçu la faveur d'un signe en réponse à ses prières. Lorsque Gilman eut été installé sur son lit dans la chambre d'Hellwood, on appela le docteur Malkowski, médecin du quartier, dont la discrétion était à toute épreuve. Il fit au jeune homme 2 piqûres qui le plongèrent dans un sommeil à peu près normal. Au cours de la journée, le malade reprit conscience et parvint à raconter son rêve à son hôte. Il eut beaucoup de mal à s'exprimer de façon cohérente, et dès le début de son récit, son camarade découvrit un fait déconcertant. Gilman, doué jusqu'alors d'une ouïe hypersensible, était maintenant atteint de surdité totale. Le docteur Malkowski, rappelé en toute hâte, déclara à Hellwood que les 2 tympans étaient crevés, comme s'ils avaient subi le choc d'un son formidable que nulle oreille humaine ne pouvait endurer. L'honnête praticien ne s'expliquait pas qu'un son de ce genre eût pu retentir au cours de la nuit sans réveiller toute la vallée du Miskatonic. Hellwood coucha par écrit ce qu'il avait à dire, si bien que les 2 jeunes gens purent expliquer cette abominable affaire, et d'un commun accord, ils décidèrent de n'y plus songer. Ils convinrent également de quitter la maison maudite dès qu'ils le pourraient. Les journaux du soir parlèrent d'une descente de police dans un ravin derrière Meadow Hill, où se dressait une pierre blanche vénérée depuis des siècles. L'opération avait eu lieu avant l'aube, mais aucun officiant du culte impie n'avait été arrêté. Parmi les fugitifs, on avait entrevu un nègre de haute taille. On n'avait pas retrouvé la moindre trace du petit Ladislas Volerko. L'horreur suprême survint cette nuit-là. Hellwood, qui ne l'oubliera jamais,
dut interrompre provisoirement ses études en raison du traumatisme nerveux dont il fut victime. Pendant toute la soirée, il avait cru entendre des rats derrière les cloisons, mais il ne s'en était guère soucié. Les cris atroces commencèrent longtemps après que les deux jeunes gens se furent endormis. Hellwood se leva d'un bond, donna la lumière et se précipita vers le lit de son hôte. Gilman émettait des sons vraiment inhumains, comme s'il était en proie à une torture indescriptible. Il se tordait convulsivement sur sa couche et une large tache de sang commençait à apparaître sur les couvertures. Hellwood n'osa pas toucher son camarade, dont les hurlements s'arrêtèrent peu à peu. À ce moment, Dombrowski, Choinski, Desroches, Mazurevics et le locataire du 3e étage étaient massés sur le seuil, et le propriétaire avait renvoyé sa femme au rez-de-chaussée pour téléphoner au docteur, Makolski. Tous poussèrent un cri horrifié en voyant la forme d'un gros rat bondir de dessous les couvertures ensanglantées, traverser la pièce à vive allure et disparaître dans un trou fraîchement ouvert à côté du lit. Lorsque le médecin arriva et découvrit le corps, Walter Gilman avait cessé de vivre. Chose épouvantable à dire, une espèce de tunnel s'ouvrait dans son flanc et son cœur avait été dévoré. Dombrowski, fou de terreur, déménagea 3 jours plus tard avec tous ses locataires pour aller s'installer dans une maison de Walnut Street. Pendant un certain temps, Joe Mazureski inspira certaines inquiétudes à ses compagnons. Perpétuellement plongé dans de sombres méditations, il était presque toujours ivre et ne cessait de marmonner des paroles incohérentes. À ce qu'il semble, au cours de cette nuit hideuse, Joe avait examiné les empreintes de pattes sanglantes qui allaient du lit de Gilman au nouveau trou à rats. Sur le tapis, elles manquaient de netteté, mais il y avait quelques lattes de plancher à nu entre le bord du tapis et le bas du mur. Là, Mazurevics avait découvert une chose monstrueuse. Du moins, il se l'imaginait, car personne ne consentit à partager entièrement son opinion. Certes, les traces visibles sur le parquet différaient des empreintes normales d'un rat, mais Choinski et Desroches eux-mêmes refusèrent d'admettre qu'elles rappelaient le contour de 4 minuscules mains d'homme. La maison ne fut plus jamais louée après le départ de Dombrowski. En fait, les gens se mirent à éviter de passer devant elle, en raison à la fois de son ancienne réputation et de l'odeur fétide qu'elle exhalait à présent. Peut-être le poison de l'ex-propriétaire avait-il fini par agir, car l'antique demeure ne tarda pas à empuantir le voisinage. Des fonctionnaires de la santé publique découvrirent que l'odeur provenait des espaces murés, à côté et au-dessus de la mansarde. Le nombre des rats morts devait être considérable. Néanmoins, ils décidèrent qu'il était inutile de crever le toit et le mur intérieur pour désinfecter les lieux. La puanteur disparaîtrait bientôt et les gens du quartier n'étaient pas particulièrement délicats. Il y avait toujours eu de vagues rumeurs au sujet des odeurs répugnantes qui régnaient dans la maison de la sorcière après le 1er mai et la Toussaint. Finalement, la vieille bâtisse fut déclarée insalubre et inhabitable. Les rêves de Gilman et les incidents qui les accompagnèrent n'ont jamais été expliqués. Hellwood, que toute cette affaire avait amené à la lisière de la folie, revint à l'université l'automne suivant et obtint son diplôme en juin. Il constata qu'on parlait beaucoup moins de fantômes dans la ville d'Arkham. En fait, malgré certains bruits au sujet de ricanements qui auraient retenti dans la maison déserte, aussi longtemps qu'elle subsista, nul n'a jamais plus mentionné la moindre apparition de la vieille Keiza ni de Brown Jenkins. Heureusement pour lui, Hellwood n'était plus à Arkham lorsque des incidents inattendus suscitèrent de nouvelles rumeurs concernant les horreurs passées. À vrai dire, il entendit parler un peu plus tard et se livra à maintes réflexions torturantes. Mais ces tourments auraient été bien pires s'il s'était trouvé sur les lieux et avait participé à certaines découvertes. En mars 1931, une tempête détruisit le toit et la grande cheminée de la maison de la sorcière. Un amas de briques brisées, de bardeaux moussus, de poutres et de planches vermoulues s'effondra dans la soupente, en creva le plancher et s'abattit dans les mansardes du 3e étage. Personne ne toucha à ce monceau de débris jusqu'à ce que l'on eût décidé de raser la vieille demeure. Les travaux furent entrepris en décembre, et les rumeurs commencèrent à circuler dès que les ouvriers eurent débalayé l'ancienne chambre de Gilman.
Parmi les débris entassés se trouvaient en effet plusieurs objets qui amenèrent les ouvriers à prévenir la police. Par la suite, la police prévint à son tour le coroner et quelques professeurs de l'université. Il y avait d'abord divers ossements humains, dont l'âge manifestement récent intrigua beaucoup les enquêteurs, car ils ne pouvaient provenir que de la soupente condamnée, où nul n'était censé avoir pénétré depuis 2 siècles. Le médecin légiste déclara que certains appartenaient à un enfant de 2 ou 3 ans, tandis que d'autres, mêlés à des fragments d'étoffe brune, étaient ceux d'une vieille femme, de petite taille, au dos voûté. On découvrit aussi plusieurs squelettes de rats tués par l'effondrement du toit, et d'autres ossements de rats datant d'une période plus ancienne, rongés par de petits crocs d'une façon curieuse. Le tas de débris renfermait également des fragments de livres et de papier, ainsi qu'une poussière jaunâtre provenant de la décomposition de volumes beaucoup plus vieux. Tous, sans exception, semblaient avoir trait à la magie noire, sous ses formes les plus horribles. La date récente de certains documents constitue un mystère qui reste encore à résoudre. Non moins mystérieuse est la parfaite homogénéité de l'écriture archaïque, couvrant plusieurs feuillets de papier dont l'aspect et le filigrane montrent que les unes sont modernes et que les autres remontent à près de 2 siècles. Néanmoins, certains enquêteurs ont été plus particulièrement intrigués par divers objets dont la forme, la matière et le but demeurent entièrement inexplicables. L'un d'eux, qui suscita le vif intérêt de plusieurs professeurs, est une figurine monstrueuse, fort endommagée, identique à l'image donnée par Gilman au musée de l'université. Toutefois, elle est faite d'une pierre bleuâtre et non de métal, et possède un piédestal aux angles bizarres, couvert d'hiéroglyphes indéchiffrables. Archéologues et anthropologues essaient encore aujourd'hui de déchiffrer les étranges dessins gravés sur une coupe de métal léger dont l'intérieur présentait, quand on la trouva, de sinistres taches brunes. Les étrangers et les vieilles superstitieuses ne se lassent point de parler du crucifix de nickel à la chaîne brisée dans lequel Joe Masurewicz, tout tremblant, reconnut celui qu'il avait donné au pauvre Gilman plusieurs années auparavant. Certains croient que le symbole sacré a été traîné dans la soupente par les rats. D'autres sont persuadés qu'il n'a jamais quitté la mansarde. D'autres, enfin, y compris Joe Masurewicz, exposent des théories si extravagantes que nul ne saurait y ajouter foi. Lorsque les démolisseurs eurent abattu le mur oblique de la mansarde, ils furent paralysés d'horreur à la vue de l'amas de débris qui emplissait l'espace triangulaire compris entre la paroi intérieure et la façade. Le plancher constituait un véritable ossuaire de squelettes de petits enfants. Certains étaient d'une date récente, mais d'autres remontaient à une période si lointaine qu'ils tombaient presque en poussière. Sur ce lugubre tumulus se trouvait un grand coutelas visiblement très ancien orné de dessins grotesques. Coincé entre une planche et un amas de briques, gisait une chose qui devait susciter dans la ville d'Arkham plus de terreur et de commentaires superstitieux que toutes les autres découvertes effectuées dans la maison maudite. C'était le squelette à demi écrasé d'un énorme rat dont les formes anormales sont encore l'objet de discussions passionnées entre les professeurs d'anatomie comparée. On a divulgué fort peu de choses au sujet de ce squelette. Toutefois, les ouvriers qui l'ont trouvé parlent à voix basse du pelage brun à longs poils qu'il a évoqué dans leur esprit. À ce que l'on prétend, les os des petites pattes donnent à croire qu'elles étaient très préhensiles et font songer à un singe plutôt qu'à un rat. Quant au crâne, muni de crocs jaunâtres, il est absolument anormal, car, vu sur certains angles, il ressemble à une parodie monstrueuse d'un crâne d'homme. Les ouvriers se signèrent avec épouvante lorsqu'ils exhumèrent cette abomination. Mais par la suite, ils firent brûler des cierges en témoignage de gratitude dans l'église de Saint-Stanislas, car ils avaient la certitude de ne plus jamais entendre l'immonde ricanement suraigu résonner au cœur de la nuit.